Déjà, j'ai passé une dizaine d'années dans le secteur bancaire et financier. Donc, après ces années en banque et tout, je souhaitais donner une autre orientation à ma carrière. Et il faut dire que j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat. Et je voulais surtout créer une entreprise vraiment, réellement créatrice de valeur et avec un projet à caractère un peu social et sociétal. Donc, j'ai naturellement été attirée par le secteur des services à la personne. C'est un secteur d'activité qu'il faut dire qui existe en France, mais qui n'existe pas en Côte d'Ivoire tel quel. Donc, je vais vous donner une petite définition des services à la personne pour qu'on sache ce que c'est. Donc, en France, je précise, les services à la personne désignent l'ensemble des services à domicile chez un particulier et qui participent à faciliter la vie quotidienne de ces particuliers-là. Donc, les services à la personne regroupent 26 activités reparties en 3 catégories. On a l'aide aux personnes dépendantes, c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes âgées. On a l'aide à la famille, on a l'aide à la vie quotidienne. Donc, ces activités-là visent à simplifier la vie quotidienne des personnes. Par exemple, on a l'accompagnement des personnes âgées au quotidien, des enfants handicapés. Ça permet également d'assurer un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Parce que c'est des activités qui permettent de déléguer à d'autres certaines tâches du quotidien. Donc, pour la petite histoire, c'est en 2005 que ce concept apparaît en France via le plan Borloo, Jean-Louis Borloo, qui était ministre de l'économie à l'époque en France, qui a pensé l'unicité d'un tel secteur, qui était jusque-là éclaté, comme c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, via la formalisation de ce secteur d'activité-là. Et Jean-Louis Borloo visait à l'époque la création de plus de 500 000 nouveaux emplois en 3 ans. Et il a fait le pari de l'industrialisation de ces services-là. Et on va dire que ça a marché parce que ça a permis de formaliser ce secteur-là en France. Donc, pour vous donner un parallélisme, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça correspond à tout ce qui est service à domicile, mais qui est relégué aujourd'hui dans le secteur informel, c'est-à-dire les personnes qui interviennent chez vous, qui font du ménage, qui font du repassage, qui gardent vos enfants, qui s'occupent de vos parents, qui font même du jardinage, etc. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est un secteur totalement qui n'est pas organisé. Donc, en France, ceci a permis l'émergence de plusieurs marques, dont la marque O2, qui est une marque française leader des services à la personne, qui a été créée il y a plus d'une vingtaine d'années par monsieur Guillaume Richard. O2 appartient au groupe WeCare. Donc, O2 intervient dans tout ce qui permet de faciliter le quotidien des particuliers et des entreprises également. On a des activités de ménage au passage, on a de la garde d'enfants, on a de l'accompagnement des personnes âgées, on a de l'accompagnement de vie, on a de la cuisine. Mais la spécificité de O2, c'est que O2 intervient en tant que prestataire de services. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que O2 empoche ces personnes-là, O2 les forme grâce à une académie de formation qu'elle a, qui s'appelle ASAP, et O2 les met à disposition des particuliers. Ces particuliers-là signent un contrat de prestation de services avec O2. Et c'est les salariés, les travailleurs qui interviennent à domicile sont des salariés de O2 qui, du coup, plutôt que de travailler de façon informelle et en direct avec les particuliers, sont encadrés, ont des contrats de travail, sont déclarés au bout d'un certain temps, etc. Donc, ça permet de formaliser ce secteur-là et toute cette économie, tout ce flux financier qui appartient à une zone grise, une zone noire, du coup, rentre dans le circuit économique légal. Donc, du coup, moi, j'avais ce projet-là, on va dire, en propre. Donc, ma première intention, c'était de créer une marque de service à la personne, première marque qui allait structurer les services à la personne. Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis dit, en me renseignant, tout ça et tout, en montant mon business plan,
J'ai vu que c'est un secteur d'activité qui existe en France, je me suis dit pourquoi ne pas m'associer à une marque française. Donc, du coup, pour moi, c'était quoi l'objectif en décidant de m'associer? Donc, je voulais réduire le risque d'exécution, c'est-à-dire déjà, c'est un secteur d'activité qui est peu structuré. Donc, si je pouvais bénéficier de ce que des grandes marques ont pu construire depuis plus d'une vingtaine d'années, pourquoi ne pas le faire et bénéficier de cela? Je voulais également un gain de crédibilité immédiate. Donc, un secteur d'activité qui n'existe même pas ici, quoi de mieux que d'arriver avec une marque française éprouvée qui existe depuis plusieurs années. Donc, m'associer avec cette marque, ça m'a permis voilà, d'avoir ce gain de crédibilité-là. Et je me disais aussi, pourquoi ne pas avoir accès à un savoir-faire structuré? C'est-à-dire, comment ils ont fait? Est-ce qu'ils ont des guides d'utilisation? Ils ont des guides pratiques, du savoir-faire à transmettre à nos employés ici pour que on puisse professionnaliser ce secteur-là et tout. Donc, je me suis dit également que ça allait permettre d'accélérer le développement de ma jeune entreprise que je voulais mettre en place. Et également, étant donné que je sortais du salariat, on va dire, j'avais quand même besoin personnellement d'un cadre, d'une certaine discipline entrepreneuriale, parce que c'est pas évident d'avoir été, on va dire même au cadre pendant des années, mais on est quand même soumis à certaines obligations, une certaine discipline, et du jour au lendemain se retrouver seul à devoir tout gérer, tout faire tout seul. Donc, on se dit, pourquoi ne pas avoir quand même un cadre? C'est vrai qu'on n'a pas un patron, mais on est quand même surveillé quelque part. Donc, on a un cadre un peu structurant quand même, dans une certaine mesure. Donc, voici ce qui m'a poussé à m'associer à une marque française. Et une fois que la décision d'association a été prise, maintenant, l'autre question que je me suis posée, et pour moi, tout candidat à la franchise ou à la licence de marque devrait se poser, c'était, oui, je choisis d'intégrer un réseau, mais quel réseau? Et est-ce que ce réseau-là pourra répondre à toutes mes problématiques? Parce qu'on a plusieurs marques, hein. On a une cinquantaine de marques de services à la personne en France. Donc, j'aurais pu choisir O2, comme je l'ai fait, ou Axéo, ou Petit-Fils, ou il y en a tellement, 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 tellement. Donc, pourquoi le choix de cette marque-là? Donc, pour moi, avant de choisir une marque en particulier, faut s'assurer que cette marque détient des avantages concurrentiels au sein même de son marché. C'est-à-dire, aujourd'hui, O2, en matière de service à la personne, O2 est leader. Donc, on va dire que je n'allais pas aller choisir une enseigne de service à la personne parce qu'elle est enseigne française de service à la personne. Moi, j'avais à cœur de m'associer vraiment à la meilleure enseigne ou l'une des meilleures enseignes. Quitte à payer, autant avoir la meilleure enseigne possible. Donc, il faut s'assurer que voilà, la marque qu'on choisit bénéficie d'avantages spécifiques clairs au sein même de son marché, avant même de pouvoir s'internationaliser. Donc, aussi, la deuxième question, c'était de savoir, est-ce que les avantages spécifiques détenus par O2, enfin par une marque en général, étaient transposables et exportables? Est-ce qu'une marque peut avoir des avantages spécifiques au sein de son marché local, mais dans un autre pays, on peut ne pas pouvoir transposer ces avantages-là? Par exemple, dans mon cas, on parle de services à domicile. Le business model, c'est quoi? Nous, on embauche des personnes. On est censé leur transmettre un savoir-faire, on est censé leur transmettre du professionnalisme, on est censé leur transmettre toutes sortes de guides d'activité pour professionnaliser leur secteur, sachant que c'est des gens qui, jusqu'à présent, travaillent de façon informelle, n'ont aucun savoir-être, n'ont aucune règle.
Donc, et puis, il y a aussi tout le côté marketing commercial par rapport aux clients. Comment accepter de vendre des services à un certain coût, parce que ça coûte un certain prix de faire du travail domestique légal. Donc, traditionnellement, on a des personnes qui embauchent en direct, voilà, via des réseaux familiaux ou via des agences de quartier, etc. Des personnes qu'on paye souvent au lance-pierre à 50 000, 60 000, etc. Donc, aujourd'hui, on vient de dire que oui, aujourd'hui, vous allez avoir quelqu'un qui va venir faire du ménage chez vous avec une feuille de route, un cahier de charges de façon professionnelle. Et au lieu que vous payez 60 000 directement à cette personne-là, on vous donne une facture de 200 000, par exemple, à payer à une entreprise. Donc, comment faire accepter ça à des clients qui ne sont pas habitués à ça? Et en acceptant de payer des redevances ou de rentrer dans le réseau O2, O2 est censé nous transmettre la recette magique, on va dire. Donc, une série de savoir-faire pour qu'on puisse transmettre toutes les compétences aux intervenants et que nous, on ait le discours commercial, le discours marketing adéquat pour pouvoir faire passer la pilule à nos clients. Donc, il y a tout ça. On devait s'assurer de tout ça. Et comme je disais, c'était avéré que O2 avait des avantages spécifiques concurrentiels sur son marché. O2 est leader des services à domicile en France aujourd'hui. Mais est-ce que moi, en Côte d'Ivoire, avec mon entreprise MG Home, est-ce que j'étais capable, à distance, de capter tous ces avantages de O2? C'est la question qu'il faut se poser. Et, mais pour ça, on doit regarder à une échelle plus macro, on va dire. Déjà, est-ce que, je ne sais pas, malheureusement, j'ai raté le début du webinaire, je ne sais pas si on n'a que des participants de Côte d'Ivoire ou on a des participants d'autres pays africains. Déjà, est-ce que le pays en Afrique où on se trouve, on a des moyens techniques et technologiques pour pouvoir capter tout ça? Par exemple, nous, les formations qu'on donne à nos intervenants, c'est en e-learning. On les inscrit sur une plateforme en e-learning, ils suivent des formations, etc. Est-ce que déjà la Côte d'Ivoire est capable de, en matière du réseau Internet, réseau de télécommunications, etc., de capter tout le savoir-faire qu'O2A me transmettre, sachant que O2 est en France et que moi, je suis en Côte d'Ivoire? Donc, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser dès le départ. Donc, on a des avantages, mais nous, est-ce que nous, on est capable de recevoir ces avantages-là? Donc, une fois qu'on a fini tout ça, je me suis assurée de tous ces points-là, c'était OK pour moi, donc j'ai choisi de m'associer à O2. Maintenant, il y avait une autre question. Bon, ce n'était pas d'abord une question, on avait décidé de s'associer à partir d'un contrat de franchise. Chemin faisant, sachant que pour se mettre d'accord, on a pris à peu près 2 ans, hein, ça a été long. Et je tiens à dire aux futurs candidats à la franchise qu'il ne faut pas hésiter à mettre ses propres conditions, à dire ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. La discussion a été très, 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 très longue parce que voilà, ils avaient ils avaient ce qu'ils voulaient et moi, j'avais ce que je voulais et il fallait qu'on se mette d'accord. Il était hors de question que moi, j'accepte un modèle tout fait. Donc, pour la franchise, je me suis dit, OK, le franchiseur doit être capable de me transmettre un concept clé en main. Un manuel opératoire détaillé, une formation initiale et continue, un modèle économique qui marche, qui fonctionne, etc. Et en contrepartie, moi, je dois m'engager à respecter la marque et toutes les obligations contractuelles et j'ai des redevances à payer et il y avait également un droit d'entrée à payer. OK, donc ça, en théorie, c'est ce qui devrait se passer. Sachant qu'aujourd'hui, un franchisé O2 en France, quand il rentre dans le réseau O2, on va dire qu'il a 90% de chances que son agence décolle tout de suite parce que c'est un modèle éprouvé qui marche très, 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 très bien en France. Parce que O2 aujourd'hui a une grosse notoriété en France, tout le monde connaît le modèle et en plus, c'est un secteur d'activité qui a été encadré depuis plus de 20 ans. Tout roule en fait. Alors qu'ici, il n'y a même pas de secteur d'activité. La clientèle, il faut la convaincre.
Et les intervenants sont peu formés, etc. Et la marque O2, elle est connue en France, mais elle n'est pas connue en Côte d'Ivoire. Personne ne connaît, enfin, la clientèle d'expatriés, dans une certaine mesure, connaît O2. Et beaucoup de RIPAT, ceux qui ont vécu en France, qui sont venus en Côte d'Ivoire, connaissent O2, mais l'Ivoirien lambda ne connaît pas O2. Donc aujourd'hui, moi, dans le schéma, on va dire, il y avait un truc qui me manquait. Moi, il n'y avait pas la notoriété. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas payer pareil qu'un franchisé, qu'un candidat à la franchise en France, qui a un modèle éprouvé, qui marche tout de suite en France, sachant que les conditions françaises ne sont pas les conditions de Côte d'Ivoire, elles ne sont pas réunies. Je n'ai pas de notoriété, je n'ai pas de secteur d'activité, je n'ai pas de soutien institutionnel. Donc, pour moi, je ne pouvais pas aller sur la franchise. En tout cas, on n'était pas d'accord sur ça. Du coup, on a réfléchi ensemble, on a co-construit le projet et on s'est dit, enfin, ils m'ont proposé du coup un contrat de licence de marque. Mais on va dire que d'après les premières interventions que j'ai entendues, notamment de M. Jean-Luc Fumé, la licence de marque telle que définie ne ressemble pas. Il y a des spécificités qui ont été prises dans mon contrat avec O2, mais on va dire que ça s'appelle un contrat de licence de marque, mais c'est vraiment un contrat sur mesure qu'on a mis en place, on va dire. Donc, dans mon contrat, j'ai le droit, j'utilise la marque, le logo. On a des conditions d'usage sur le territoire, donc j'ai une exclusivité territoriale. Et j'ai un contrôle limité, enfin, pas un contrôle limité, on me dit ce que je dois faire par rapport à la marque, sachant que la marque ne m'appartient pas. Par exemple, des publications qui engagent la marque ou quoi, toute communication, toute publicité doit être validée d'abord par la marque, etc. Maintenant, je n'ai pas une transmission du savoir-faire complète comme on donnerait à un franchisé O2, mais j'ai quand même une transmission de savoir-faire. Donc, dans mon contrat, on me transmet un savoir-faire, mais je n'ai pas, en tout cas, un savoir-faire que je dois adapter à mon environnement. Alors que quand, en France, O2 transmet un savoir-faire qui est utilisable tout de suite. Moi, ils me transmettent un savoir-faire que je dois adapter à mon environnement. Par exemple, si je dois concevoir un flyer pour une communication, on va me transmettre le flyer qu'ils utilisent en France. Bien sûr, moi, je vais l'adapter, je vais changer déjà les personnages, je vais mettre des personnes noires plutôt que des personnes blanches, je vais adapter le discours, je vais adapter plein de choses. Alors qu'en France, c'est utilisable tout de suite. Tout de suite, il y a aucun travail à faire derrière. Et moi, j'ai quand même un petit travail d'adaptation et pour tout, j'adapte tout. Donc, on a quand même transmission de savoir-faire, mais savoir-faire à adapter. En ce qui concerne l'assistance opérationnelle, on va dire que j'ai droit à une assistance opérationnelle, mais au fur et à mesure de la relation, je me suis rendu compte que l'assistance, elle est là, mais ils connaissent pas vraiment mon marché, mes spécificités. Donc, c'était pas toujours très pertinent, on va dire. Et là où je dis qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, à forcer pas à forcer, puisque O2 a l'ambition de réussir. Le but de O2, c'est d'internationaliser sa marque, réussir l'Afrique, ensuite aller en Amérique, etc. Donc, ils ont à cœur de réussir également. Ce n'est pas juste pour le fondateur récupérer des droits d'entrée ou des redevances. Ils ont vraiment à cœur de réussir. Donc, au fur et à mesure, quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas tellement pertinent l'accompagnement que je recevais, qu'on recevait, sachant qu'il y a d'autres pays d'Afrique, aujourd'hui, par exemple, ils ont recruté un directeur de développement Afrique pour vraiment, qui vient du Brésil, qui a un marché similaire au nôtre à l'Afrique, qui est chargé de comprendre nos réalités et d'adapter leurs concepts à nos réalités africaines, on va dire. Donc, globalement, moi, ce que je peux dire, ça se passe plutôt bien. Je suis toujours contente
d'avoir signé avec la marque O2. Je pense avoir gagné pas mal d'années. Si j'étais allée en propre, je pense que je serais encore en train de réfléchir à beaucoup de choses, sachant que l'entrepreneuriat en lui-même, c'est difficile d'être entrepreneur. On a ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. On a des, comment dire, il n'y a pas une semaine où on n'est pas démotivé, découragé, où on a envie de tout arrêter. Et bizarrement, on a toujours une raison de continuer. On a des hauts et des bas, mais heureusement, on a plus de hauts que de bas. En tout cas, on trouve toujours le moyen de se remotiver. Donc, en plus déjà des difficultés entrepreneuriales, on va dire, des difficultés liées à l'environnement. Voilà, c'est pas toujours facile. Venir lancer une activité qui est novatrice, qui est nouvelle, qui est... je pense que, voilà, c'est pour moi, malgré le coût et tout, c'était beaucoup plus pertinent de m'associer à une marque plutôt que d'aller en propre. Donc, on va dire le dernier conseil que je pourrais donner pour finir mon propos aux candidats à la franchise ou à la licence de marque, c'est oui, vous pouvez y aller, mais ne pas prendre forcément ce qu'on vous donne tel qu'on vous donne. Il faut négocier, il faut adapter à vos réalités, il faut trouver un terrain d'entente et assurez-vous que la marque ait elle-même au sein de son marché local des avantages concurrentiels, parce que toutes les marques ne sont même pas performantes au sein de leur propre marché, et assurez-vous que ces avantages-là soient exportables. Donc, je pense que j'ai fini. Si vous avez des questions. Bon, merci beaucoup pour votre intervention qui est édifiante, très intéressante pour les candidats à la franchise en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Est-ce que vous avez des questions à poser à Malika Bamba? Je vous rappelle son statut. Elle est franchisée de la marque O2, service à la personne, et elle est installée à Abidjan. Donc, en tout cas, on la remercie beaucoup pour son expérience et son parcours qui lui a permis de choisir le statut de franchisé.